Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue sur RTI 1. Commençons ce journal par cette information. Un émissaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc a été reçu hier samedi à la résidence du président Alassane Ouattara à la Riviera Golfe. Vous le voyez sur ces images, l'envoyé en la personne du ministre des Affaires étrangères et de la coopération était porteur d'un message du souverain chérifien. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parti d'Abidjan le 30 juin dernier pour la France, Daniel Kablan-Duncan a regagné Abidjan hier après-midi. Le Premier ministre a préparé à la célébration du 60e anniversaire du Club de Paris. Il a participé à un panel sur le thème « Le rôle du Club de Paris dans le système financier international, 60 ans de contribution effective d'une institution informelle ». À cette occasion, Daniel Kablan-Duncan a partagé son analyse sur la mise en œuvre réussie de l'initiative PPTE en Côte d'Ivoire, sur la situation de l'endettement en Afrique et des nouveaux instruments mis en place à ce sujet. Offrir des emplois contre des avantages fiscaux, c'est ce que l'État propose désormais aux entreprises en vue de venir à bout du chômage des jeunes. Cette nouvelle approche est contenue dans l'article 1er de l'annexe fiscale 2016 et les dispositions de cet article 1er stipulent qu'en cas d'embauche d'au moins 2 personnes, une entreprise bénéficie de réductions et même d'exonérations fiscales. En vue de faire la promotion de ces nouvelles mesures, le ministre Sidi Touré a récemment lancé une campagne à l'endroit des entreprises. On en parle avec Jean-Jacques Kwameala. 1 million de francs CFA de réduction d'impôt sur les bénéfices, 250 000 francs CFA sur l'impôt synthétique et une exonération de la contribution nationale pour le développement économique sur 2 ans. Voici la nouvelle offre fiscale que l'État propose aux entreprises en cas d'embauche d'au moins 2 personnes. Si ces mesures contenues dans l'annexe fiscale 2016 visent à inciter le secteur privé à embaucher plus de jeunes, elles restent toutefois encore méconnues, d'où la campagne de promotion lancée par le ministre Sidi Touré à l'endroit des entreprises. Nous avons tenu à lancer un appel à toutes les entreprises nationales et internationales pour leur dire que embaucher les jeunes aujourd'hui en Côte d'Ivoire donne droit à des facilités. Et les entreprises sont gagnantes et l'État est gagnant dans la mesure où ces jeunes sont pris en compte au niveau de leur embauche. Pour le démarrage de cette campagne, le ministre Sidi Touré s'est rendu dans 2 entreprises déjà bénéficiaires de ces avantages fiscaux pour avoir embauché des stagiaires de l'agence Emploi Jeunes. Outre les mesures de l'annexe fiscale 2016, cette campagne va également promouvoir les dispositions du nouveau Code du travail portant sur le stage, question de favoriser l'employabilité et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. C'était un reportage de Mahama Traoré, commenté pour vous par Jean-Jacques Kwameala. Jeudi dernier, à son cabinet, Maria Toukone a reçu 114 ayants droit de victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes leur a remis des chèques d'1 million de francs CFA chacun au nom du gouvernement. Cette cérémonie s'inscrit dans la ligne droite de l'indemnisation de toutes les victimes initiées par le chef de l'État. C'était en août 2015. Ça fait des années que vous attendez, donc je vous remercie vraiment pour votre patience. Je vous félicite pour votre patience. C'est un processus qui est long, mais comme l'a dit le président de la République, chaque victime recevra réparation. Ces chèques d'un montant d'1 million de francs CFA n'effaceront peut-être pas la douleur ni n'essuieront les larmes de ces ayants droit de victimes, mais ils démontrent bien que l'État est à leur côté. Je remercie beaucoup d'abord Madame le ministre pour la cohésion sociale, d'abord pour l'indemnisation qu'elle est en train de faire pour les victimes, pour la cohésion sociale et la réconciliation et la paix du pays. Ça fait qu'on ne peut pas oublier, ça peut beaucoup pardonner à travers ça. Donc il a perdu son frère, elle est restée seule. Donc peu qu'on a donné, elle peut remercier le président et les ministres
C'est que ça peut la soulager. Tout comme Bernard To et Karidja Doumbia, ils sont aujourd'hui 112 autres ayant droit de victimes de toutes les crises survenues en Côte d'Ivoire à bénéficier de ce soutien du gouvernement. On a au total 4500 personnes qui doivent recevoir réparation pour cette première vague symbolique lancée par le président de la République. Sur les 4500 personnes, il y a 3500 personnes décédées et puis 1000 blessés. Pour les personnes décédées, je peux dire que les 3/4 sont passés. Il reste des personnes pour qui il faut des papiers parce qu'il faut quand même des preuves. Il faut apporter des preuves avant de recevoir réparation. Et sur les 1000 victimes, nous avons commencé symboliquement avec 265 personnes. Et les 265 personnes aujourd'hui ont reçu un bon de prise en charge et sont en train d'être pris en charge médicalement. Puis suivra la deuxième vague de bénéficiaires. Une liste consolidée et élaborée par la CONARIV est remise au chef de l'État. Après examen, cette liste, constituée principalement de personnes ayant perdu des biens physiques, fera aussi l'objet de réparations. Marguerite Boukourou, la coordinatrice de l'unité justice transitionnelle, division des droits de l'homme de l'ONUCI, présente lors de cette cérémonie, en a profité pour dire au revoir à Madame le ministre. Elle part servir en République centrafricaine. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement, Anne Désiré Ouloto, elle, a indiqué que d'ici quelques mois, le carrefour de l'Indenier sera agréable à voir. Elle a fait cette annonce récemment à l'issue des travaux de l'atelier de restitution de la mission de l'étude globale sur l'assainissement et la gestion intégrée du bassin versant du Gourou. L'atelier, qui a réuni des experts sur les questions d'assainissement, a duré 2 jours. C'était en présence de nos reporters Issa Yeo et Abou Sanogo. Les inondations au carrefour de l'Indenier seront bientôt un vieux souvenir. C'est ce qui ressort des travaux de restitution de la mission C, de l'étude globale sur l'assainissement et la gestion du bassin versant du Gourou. Pendant 2 jours, des experts ont réfléchi sur l'amélioration de façon durable du cadre de vie et de travail des populations vivant dans le bassin versant du Gourou. À l'issue des travaux, la ministre de la Salubrité et de l'Assainissement, Anne Désiré Ouloto, fonde beaucoup d'espoir sur les travaux. Et les conclusions de ces études nous permettront enfin, n'est-ce pas, de réaliser des projets durables, de telle sorte que la situation au niveau de l'Indenier soit nettement améliorée. Il s'agit donc de solutions intégrées, n'est-ce pas, qui feront en sorte que tous les domaines, si vous voulez, soient touchés, que ce soit au niveau des questions environnementales, des questions de voirie, de la gestion des déchets également. Et donc, il s'agit donc pour nous d'une solution totalement satisfaisante. Ces travaux d'aménagement du bassin du Gourou se feront grâce à un financement du Fonds africain de développement de la Banque africaine de développement d'un montant de 18 milliards de francs CFA. La ministre Anne Désiré Ouloto a profité de cette cérémonie pour remettre du matériel informatique et bureautique offert par le projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou à plusieurs structures étatiques intervenant sur le projet. Ce don est d'une valeur de 51 millions de francs CFA. Le bilan n'est pas définitif. Des inondations et glissements de terrain déclenchés par des pluies de mousson ont tué 25 personnes dans le nord de l'Inde. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues après ces pluies torrentielles qui se sont abattues sur 2 États himalayens. 15 personnes ont perdu la vie dans l'Uttarakhand et 10 dans l'Arunachal Pradesh. Ici à Abidjan, Fréquence 2, Fréquence Jeune, la radio dédiée à la jeunesse prévoit des émissions enrichies et pour égayer les jeunes pendant les vacances. Une nouvelle grille de programme a été conçue à cet effet pour une meilleure interaction avec sa cible, la frange jeune de la population. Ces émissions vont démarrer officiellement lundi prochain, 4 juillet, à partir de 6h sur la 92 FM. Le lancement s'est tenu le mercredi dernier, 30 juin, dans le studio Paul Amewe, au plateau Konate Moussa. Les vacances s'annoncent gaies pour la jeunesse. La radio Fréquence 2 s'active avec une nouvelle grille de programme, des émissions enrichies et diversifiées pour égayer sa cible, la frange jeune de la population.
Nous allions avoir un programme particulier, une grille aménagée avec un contenu dynamique et attrayant. On a Coucou la famille pour permettre vraiment aux auditeurs de prendre la parole sur l'antenne. Vous avez également Carré Rose, qui est notre séquence confidence à l'antenne qui passera entre 21h et 23h. Puis pour terminer, vous avez Fréquence de Tour, qui est en fait notre fer de lance pour mener la bataille des radios au niveau d'Abidjan. Donc aller au contact des jeunes d'Abidjan, aller les rencontrer, partager leur quotidien, mais surtout mettre en exergue les exemples de réussite des différentes communes du district de l'Abidjan. L'objectif par derrière, c'est vraiment éduquer la jeunesse. Éduquer mais aussi épanouir. Fréquence 2 reste donc fidèle à son engagement. La radio veut renforcer son interaction avec les jeunes pendant ses vacances 2016. Fréquence 2, Fréquence Jeune. Rendez-vous est donc pris sur la 92.0 le lundi 4 juillet dès 6h pour le démarrage effectif de ces émissions de vacances. Depuis la crise post-électorale, les différentes bibliothèques sur la franchise universitaire s'équipent comme elles le peuvent. Pas toujours évident d'avoir les ouvrages à disposition. Le conseil régional de la Nawa a offert 4000 livres à cette institution, 1500 pour la faculté des sciences médicales et 2500 pour les sciences, pour les lettres. C'était jeudi dernier, 30 juin, en présence de Franck Quadio. Une bibliothèque, celle de la faculté de médecine au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Des livres par spécialité, quelques étagères vides, peu importe. Ces étudiants en médecine sont bien privilégiés. Certains de leurs camarades dans d'autres facultés disent être moins bien lotis. Les différentes bibliothèques, sinon départements, à la base n'ont pas de bibliothèque. C'est récemment que l'ambassade de l'Espagne en Côte d'Ivoire a inauguré sa bibliothèque au niveau du département de l'espagnol. Et il y a aussi le département des lettres modernes qui à peine a une bibliothèque virtuelle et qui n'a pas de bibliothèque physique. Une situation reconnue par les autorités universitaires. À l'occasion de la crise que nous avons vécue, beaucoup de documents ont été détruits, de sorte que les bibliothèques, même la bibliothèque centrale aujourd'hui n'a pas atteint son niveau d'équipement souhaité. Et il en va de même pour les bibliothèques des différentes UFR. Donc toute activité qui tend à pourvoir ces bibliothèques en documents, c'est une activité salvatrice. Et justement, l'appel est entendu. Le conseil régional de la Nawa dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire offre 4000 ouvrages, 1500 à la faculté de médecine et 2500 bientôt à l'UFR des lettres. Nous, on a construit une bibliothèque régionale. Et on a demandé à ce que les universités françaises nous envoient des livres. Ils nous ont envoyé 10 000 livres. Et dans les 10 000 livres, on a vu qu'il y a 4 000 livres qui ne peuvent pas servir au niveau de la région de la Nawa. Donc, le président du conseil de la Nawa a demandé à ce que 1500 reviennent des sciences médicales et puis 2500 les livres reviennent pour la littérature étrangère. Premiers bénéficiaires, les étudiants marquent leur satisfaction. On parle partout de globalisation, de mondialisation, donc il faut que nous soyons tous à l'heure de ce rendez-vous-là. Et ça passe par des livres, par de la connaissance. Et donc nous sommes vraiment heureux de recevoir ces livres. Il y a cependant des projets. Le numérique, une voie à explorer. Nous avons participé à un projet avec l'UNESCO, avec l'appui de l'UEMOA, pour mettre en place une bibliothèque numérique. Une bibliothèque numérique opérationnelle bientôt. L'outil est attendu avec ferveur par les étudiants. L'opposant Jean Ping, un des principaux poids lourds de l'élection présidentielle du 27 août prochain au Gabon, a bouclé samedi 3 juillet à Port-Gentil, la capitale économique du pays, une tournée nationale débutée depuis près de 2 ans. À ce jour, il est le seul candidat à avoir effectué le tour du Gabon pour mieux connaître les préoccupations de ses compatriotes. À Port-Gentil, sa province natale, Jean Ping a été porté par la ferveur populaire. Que se passe-t-il au Sénarède, une plateforme qui regroupait jusqu'ici la quasi-totalité des partis d'opposition du Burundi? Après le retrait d'un petit parti il y a quelques semaines, précédé par celui de Hussein Radjabou, leader historique de l'ex-rébellion aujourd'hui au pouvoir, c'est l'un de ses principaux membres, l'UPD, qui vient d'annoncer son retrait, et cela à quelques jours de la reprise du dialogue inter-burundais.
Le gouvernement de Guinée-Bissau a confirmé vendredi 1er juillet la présence du virus Zika dans le pays. 3 personnes ont été contaminées sur l'île de Boubac, dans l'archipel de Bijagos. Le pays devient donc le 2e pays d'Afrique de l'Ouest touché par ce virus après le Cap-Vert, où plus de 7500 cas ont été enregistrés. L'épidémie du virus Zika sévit dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, mais pour l'instant, elle reste au large du continent africain. Il ne faut pas encore s'alarmer. Au Niger, la maison de la presse appelle au boycott de la traditionnelle séance de rupture du carême avec le président de la République pour protester contre les violations répétées de la liberté de la presse dans ce pays. En ce mois de Ramadan, Mahamadou Issoufou a l'habitude de rompre le jeûne à tour de rôle avec les différentes couches sociales et organisations professionnelles. Ce dimanche soir, c'est au tour des médias. Il ne manquait plus qu'une pièce à l'enquête du FBI sur les emails d'Hillary Clinton, celui de la principale intéressée. C'est maintenant chose faite. L'ancienne secrétaire d'État s'est présentée volontairement, précise sa campagne, devant les enquêteurs hier samedi 2 juillet pour répondre à leurs questions sur la légalité de l'usage de son serveur privé pour des communications officielles. L'un des grands militants des droits de l'homme est mort. Elie Wiesel, écrivain américain issu d'une famille juive orthodoxe roumaine, est décédé ce samedi à l'âge de 87 ans. Rescapé de la Shoah et prix Nobel de la paix, ce docteur en philosophie a mené toute sa vie à travers ses livres et ses pièces de théâtre, un combat contre le totalitarisme et pour plus d'humanité dans le monde. Encore un décès, Michel Rocard, l'ancien Premier ministre de François Mitterrand de 1988 à 1991, est décédé ce samedi à l'âge de 85 ans. Il était le théoricien de la deuxième gauche. L'annonce a été faite hier par son fils, l'astrophysicien Francis Rocard. L'ancien Premier ministre de François Mitterrand est mort donc subitement. L'homme politique est décédé en milieu d'après-midi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. La disparition à 85 ans de l'une des grandes figures du socialisme français a soulevé une vive émotion dans le pays. Les hommages sont très nombreux pour saluer la mémoire de celui qui a occupé durant plus de 60 ans la scène politique. Merci de suivre RTI 1.